ravie de vous retrouver. C'est le moment de l'instant matin. J'espère que vous êtes bien installés. Nous, on est déjà bien installés, mon invité et moi. Et ce matin, nous allons parler de la charge mentale, de la pression que se mettent les mamans. On a réellement de la pression pendant le mois de Ramadan, que ça soit d'abord pour, on va dire, un petit peu assurer tout ce qui est confort de la maison, tâches ménagères, les repas et tout ce qui s'ensuit. Et quand on a des enfants, la tâche est beaucoup plus compliquée parce qu'il faut qu'on soit au four et au moulin. Et aujourd'hui, Jamila Benbou Abdallah, bonjour. Bonjour Mariam. Tu vas nous dire, est-ce que réellement on peut être au four et au moulin? D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Voilà. Donc, Jamila, c'est un moment qui est compliqué parce que là, on est en plein mois de Ramadan. Il y a la charge mentale qui est présente. Il y a aussi cette période des examens. Déjà, quand ce n'est pas Ramadan, c'est un moment de stress pour les parents, pour les mamans surtout, parce qu'en fait, on va devoir donner beaucoup plus de notre temps, se concentrer avec les enfants. Et pendant le mois de Ramadan, c'est un petit peu compliqué. Entre cuisine et enfants, c'est un petit peu dur à gérer. Oui, oui, oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être au four et au moulin en même temps? Justement, voilà. On peut l'être. Alors c'est une tâche très difficile, sans s'épuiser. Alors, les neurosciences ont démontré que le cerveau ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois. C'est-à-dire qu'il passe d'une tâche à l'autre. Et les mamans, dans le souci de tout faire, de tout gérer, elles vont passer d'une tâche à l'autre. Et ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, elle va dépenser beaucoup d'énergie. En fin de journée, elle va se retrouver complètement épuisée. Et ça, bien sûr, ça va se répercuter sur elle-même et sur la famille. Et sur toute la famille. Tout à fait. Absolument. Donc, pourquoi est-ce que les mères ont autant de pression, Jamila? Alors, il peut y avoir deux facteurs, c'est-à-dire la pression qu'elle se met, elle, sur elle-même, et la pression que lui mettent l'entourage. D'accord. Et c'est vrai, des fois, on confond entre les deux. Hein. Il faut se dire que des fois, on se dit oui, je ne sais pas, un petit peu, le regard des gens, le regard de la famille et tout. Mais en fait, c'est peut-être juste une illusion. C'est notre propre perfectionnisme qui nous fait ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, la pression qu'on se met sur nous-mêmes, c'est le fait de vouloir être parfaite. Parce que déjà, on a peur du jugement et on a peur de l'image qu'on dégage. Donc, c'est cette pression qu'on se met sur nous-mêmes. On veut être parfaite, on veut avoir une table parfaite, on veut avoir des enfants qui travaillent parfaitement à l'école, on veut être connecté à la spiritualité de manière parfaite. Voilà, et tout ça, le cerveau ne peut pas gérer tout ça en même temps. Voilà. Donc, c'est une illusion de croire qu'on pourrait faire toutes ces tâches-là à la perfection, on va dire, sans en rater une. Exactement. Voilà. Aussi, il y a la pression que nous mettent les autres. Absolument. Oui. Voilà. Donc, est-ce que Jamila, c'est un petit peu, on va dire, un peu de notre faute? On laisse un petit peu la demande grandir autour de nous. Oui. On croit bien faire, être au petit soin avec tout le monde, mais en fait, c'est une erreur qu'on fait envers nous-mêmes. Tout à fait. Alors, il faut savoir que d'abord, on a reçu le schéma de nos mamans. Oui. Alors, on veut soit ressembler à nos mamans, soit faire mieux, encore mieux. Et c'est ça qui fait qu'on devient perfectionniste. Il y a aussi pardon Jamila, il y a aussi le schéma de la famille qui a changé. Autrefois, on va dire les belles filles habitaient avec belle-maman. Oui, il y avait deux LED. Il y avait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup plus de personnes pour aider, par exemple pour surveiller les enfants, pour faire ceci ou cela. Mais en fait, là maintenant, non. Vraiment, les mamans sont seules. Elles sont seules et elles gèrent tout. Et la pression que justement lui font son entourage, elle se retrouve seule à faire toutes les tâches parce qu'elle les a habituées. Alors nous avons un cercle qui nous appartient. Oui. Ce cercle dans lequel on se sent à l'aise. Et si on habitue les autres à rentrer dans ce cercle, alors les autres, ils commencent à nous solliciter, ça devient inconscient parce qu'on les a habitués à nous solliciter. Et nous, de manière aussi inconsciente, on commence à répondre aux demandes. Et ça va nous épuiser. Après, on donnera des solutions. Voilà, donc comment est-ce que le stress peut influencer sur nos performances? Alors, bien sûr que le stress, c'est biologique. Ok. Donc, il y a la sécrétion du cortisol.
Alors, quand la sécrétion du cortisol est normale, ça nous permet de bouger, de faire nos activités et tout. Mais quand ça dépasse, quand ça dure dans le temps, ça devient pathologique. Et là, ça va influencer notre comportement. On devient irritable, on devient, c'est-à-dire, intolérant aux remarques. Et c'est ça qui va créer la pression. Et si nous-mêmes, on est stressé et qu'on est sous pression, ça va se répercuter sur l'entourage. Et beaucoup plus sur les enfants qui sont en ce moment en pleine composition. Absolument, en période de composition, Voilà. d'examen aussi. Donc, est-ce que, par exemple, le fait qu'on soit dépassé va réellement impacter les enfants? Il y a on va dire, un impact direct sur les enfants? Direct, bien sûr. Parce que les enfants sont comme une éponge. Et ils ressentent l'ambiance qui les entoure. Oui. Si les adultes sont sous pression et qui sont stressés, ça va les impacter. Déjà, on va leur communiquer notre stress. Tout à fait. Ça, c'est dû. Oui, oui. Et d'un autre côté, s'ils ressentent une ambiance sous pression, ça va bloquer, déjà ça va impacter leurs émotions. Et lorsque leurs émotions sont impactées, la raison n'est pas là. OK? Parce qu'il y a le cerveau préfrontal qui va être coupé, c'est-à-dire les émotions vont être coupées, faire couper le cerveau préfrontal, qui est le raisonnement. Et donc, ils ne pourront pas se concentrer sur Et il faut leur dire révision. qu'ils sont jeunes, que c'est des enfants, ils n'ont pas encore cette capacité que nous, on a les adultes, à peut-être s'arrêter, essayer de comprendre, analyser la situation, prendre un peu de recul. Les enfants n'ont pas encore cette capacité. Donc, c'est réellement à nous on va dire, Bien sûr, de les encadrer. De leur offrir un environnement sécure, dans lequel ils vont se sentir en paix, en sérénité. Et c'est comme ça, c'est cette ambiance-là qui va leur permettre de réviser, d'apprendre leurs cours. De se concentrer. De se concentrer, exactement. Donc, c'est à nous, adultes, d'abord de nous gérer nous-mêmes, ok, et ensuite de gérer les enfants. C'est ça. Jamila, donne-nous un exemple. Comment, par exemple, pourrons-nous gérer un peu mieux notre stress? On arrive à la maison, il est un petit peu tard, on n'a pas encore commencé à préparer le repas. Et il y a les enfants qui sont là aussi. Donc, oui, maman, je dois faire mes devoirs, on m'a donné telle chose, je dois apprendre telle chose. Quelle est la première chose à faire d'abord, par exemple? Alors, se concentrer sur soi, c'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai plein de tâches à faire. Premièrement, est-ce que je suis capable de faire toutes ces tâches? Si je peux les écrire, les énumérer, c'est bien. Je vais avoir une visibilité sur ce que je vais faire. Oui. Et avant chaque tâche, je me concentre sur moi-même. Je prends 5 minutes pour moi, pour respirer et pour solliciter cet apaisement. Parce que quand je suis apaisée, je vais faire mes tâches de manière structurée. Et ça, déjà, le travail va commencer sur moi-même et l'environnement va, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de moi vont comment dire, se synchroniser à moi. D'accord. Ok, donc chaque personne doit en fait, faire c'est ça. très très important. Quand on rentre, Voilà. c'est de se poser d'abord, Oui. de prendre 5 petites minutes pour soi. Pour soi. Voilà. Et en même temps, on va dire remettre tout le monde un petit peu à sa place. Tout peut attendre et tout. Voilà. Alors, tout c'est vrai viendra que en temps la voulu. responsabilité ne nous incombe pas tout seul. C'est d'être, si par exemple on installe des rituels au niveau de la famille. Oui. C'est-à-dire on apprend à se poser 5 minutes, même si on le fait ensemble, on apprend à respirer ensemble. Et on va se calmer ensemble. Donc après, c'est tout le monde c'est tout le système qui va se réguler. Et de cette manière, l'ambiance, elle va s'apaiser. Et la maman qui doit s'occuper de la cuisine, elle va le faire de manière calme. Et les enfants qui s'occupent de réviser aussi vont le faire d'une manière calme. Aussi, il faut apprendre aux enfants d'être autonomes, ne pas être debout à leur tête pour qu'ils fassent leurs devoirs. S'ils apprennent, bon, ça se fait petit à petit, s'ils apprennent à devenir autonomes, ça libère une tâche à la maman.
Ok. Justement, c'est très bien que maintenant aussi les femmes qui travaillent, donc rentrer à la maison, déjà après une journée entière de travail, c'est déjà, on va dire pour le mental, c'est déjà énorme. Donc c'est très très important de rentrer, donc de se poser, Jamila, et surtout un petit peu de recadrer un petit peu tout le monde. Voilà. Et bien sûr, bon, de regarder. Après, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est-à-dire que une fois que les rituels sont installés, que les habitudes, les nouvelles habitudes sont installées, après, ça va de soi. C'est-à-dire que chacun va s'occuper de la tâche qu'il a à faire. Ce n'est pas une seule personne qui va tout faire. Okay. On n'est pas des superwomen ou voilà. Exactement, tout à fait, Jamila. Alors, on passe juste le jingle et on revient juste après avec Jamila Bouabdallah. Voilà. Retour dans l'instant matin et nous avons avec nous ce matin donc Jamila Ben Bouabdallah. On était en train de parler de prendre son temps, donc quand on rentre après une journée, même si elle a été longue, difficile, fatigante et tout, quand même prendre le temps de se poser, donner un petit peu, c'est un petit peu comme on va dire un pas de danse, hein, mettre un petit peu tout le monde dans l'ambiance, on va tous se calmer, on va tous rester un petit peu zen. Parce que quand il y a une belle ambiance en famille, ça va impacter tout le système familial. Donc c'est comme ça qu'on s'apaise. Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez mis en avant, Jamila, c'est un petit peu responsabiliser les enfants, à les rendre un petit peu autonomes. C'est vrai peut-être qu'on est un peu trop souvent avec eux à essayer de les aider à faire leurs devoirs, à réviser, à apprendre. C'est vrai qu'on l'a tous fait, moi personnellement aussi, mais peut-être qu'il faudrait qu'on comprenne qu'il y a des choses qu'ils sont capables de faire seuls et de les laisser un petit peu. Oui, on n'a qu'à prendre nos propres modèles quand on était petits. Nos parents n'étaient pas tout le temps derrière nous. On apprenait de manière autonome. Maintenant, ça s'est généralisé. Donc, c'est le souci qu'ont les parents d'aujourd'hui de faire de leurs enfants les meilleurs. Et justement, est-ce que c'est une bonne idée, Jamila, de leur mettre comme ça la pression? Il faut qu'ils soient les premiers de la classe, il faut qu'ils aient une très bonne moyenne, est-ce que c'est raisonnable ou non, en fait? Alors, il faut savoir que les enfants, chacun va à son rythme. On ne peut pas dire, parce que il y a des personnes qui ont tendance à généraliser. Comment se fait-il que l'autre, il apprend très vite donc on a tendance à leur mettre la pression. À les comparer toujours. À les comparer. Oui. Voilà, ton cousin a une meilleure moyenne, le voisin a eu... Des fois, même dans une fratrie, on compare les frères, les aînés aux petits. Voilà. Mais il faut savoir que chacun a sa propre façon de travailler et il a sa propre façon de progresser. On ne peut pas demander à un enfant de donner plus qu'il ne peut le faire. Et c'est cette pression des notes, d'avoir toujours la meilleure note, d'avoir toujours de très bonnes notes. Alors il vaut mieux un enfant qui travaille de manière autonome et qui a des notes moyennes qu'un enfant qui est tout le temps sous pression. Parce qu'après, ça peut générer de la culpabilité, un manque de confiance en soi. En tout cas, ça va avoir beaucoup de répercussions négatives. Quand il y a une pression, une charge de pression, et ça peut aller jusqu'à lâcher. Absolument. Voilà. Donc surtout les enfants, ils sont sensibles. On peut les voir comme ça, peut-être qu'ils cachent leurs émotions. On a l'impression que non, ils sont doués, ils sont bons, ils apprennent avec beaucoup de plaisir. Mais en fait, non, c'est juste pour faire plaisir à maman ou à papa. Mais en fait, lui-même peut-être ne prend pas énormément de plaisir à étudier ou à faire ce qu'il fait. Donc tout ça, ça peut être un risque, surtout à l'adolescence, parce qu'on sait très souvent que c'est à l'adolescence où il y a un chamboulement qui se fait. Oui, parce que la soupape, elle va finir par exploser quand il y a trop de pression. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de communiquer, de les rassurer, parce qu'à cet âge-là, ils ont beaucoup plus besoin de sécurité. Et ne pas faire de chantage affectif, parce que si on dit à un enfant, si tu as de bonnes notes, je vais t'aimer, sinon je ne vais pas t'aimer. Donc la note ne définit pas
l'enfant. L'enfant. Voilà. Et c'est ce qu'on doit expliquer aux enfants. Donc, Jamila, est-ce que Ramadan peut être une école un petit peu pour gérer les émotions? Est-ce que ça peut être un bon point de départ? Oui, oui, parce que le Ramadan, ça nous apprend à nous recentrer sur nous-mêmes, à maîtriser notre corps et aussi à maîtriser nos émotions. Ça nous apprend à devenir patient. Et donc, profiter de ce moment de spiritualité pour prendre le meilleur pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment une école de spiritualité et de gestion des émotions. Et c'est ce qu'on apprend ensemble, en famille. Absolument. Et en fait, quels sont un petit peu... bon, là, on a parlé beaucoup des mamans, parce qu'on sait très bien que, quel que soit X, c'est elles qui, généralement, qui suivent les enfants dans le cursus. Bon, il y a les papas aussi, il y a certains papas, on va pas... Il y a aussi beaucoup de papas qui s'investissent. Justement, c'est un petit peu le rôle de la maman d'essayer d'impliquer un peu plus les parents, le papa plutôt, et en même temps aussi de lâcher prise, parce qu'il faut le dire que des fois, on se plaint énormément, mais en fait, le problème est en nous. Oui. Nous, on n'arrive pas à lâcher prise. C'est ça. Je vais vous donner un exemple de Jamila. Ouais. J'ai par exemple ma fille aînée, donc quand elle est dans la cuisine, elle prépare quelque chose, et je suis tout le temps là comme ça, elle me fait « Maman, t'es en train d'essayer de m'enlever les choses des mains. » En fait, c'est vrai, j'ai envie d'aller le faire moi-même. Oui, en fait, oui. c'est comme ça. Mais en fait, il faut savoir se retirer, sortir, ça sera comme ça sera. Voilà, bon ils ou apprennent mauvais. à être responsables et devenir autonomes. Parce que, en tant que maman, toi, ce que tu essayes de faire, c'est de la cadrer, peut-être... À ma manière, ma façon de faire aussi, Oui, c'est vrai, oui, c'est inconscient. ça. Voilà, et c'est bien ce que tu as fait, sortir et puis laisser, Oui. voilà, lui laisser toute sa liberté. Peut-être qu'elle va mieux créer, elle sera plus à l'aise. Oui, et là, je donne cet exemple-là à Jamila, quand même, elle est grande, mais là, on prend des enfants qui sont plus petits, qui ne sauront pas, par exemple, recadrer leurs parents, leur dire tu me mets trop de pression, ou par exemple, c'est pas la bonne méthode. Et en plus, on a des fois aussi tendance un petit peu à lever le ton rapidement, tout de suite on s'énerve et tout. Donc, les enfants ne peuvent pas nous le dire, donc en fait, c'est à nous de le... Oui, laisser les enfants conscient. se tromper, laisser les enfants faire des bêtises. Oui, absolument, Voilà, je suis d'accord. c'est de leur âge. C'est comme ça qu'ils apprennent. Et le fait de ne pas les laisser s'exprimer et le fait de ne pas les laisser faire des erreurs, c'est ça qui va faire que ils vont dans la vie plus tard, ils vont avoir ne pas avoir confiance en soi et puis tout faire pour faire plaisir aux autres. Dans un sens, ils vont s'effacer pour faire plaisir aux autres. En fait, c'est pour nous, on a l'impression que c'est des petites erreurs qu'on fait, une petite erreur d'éducation, mais en fait, ça peut avoir des impacts dévastatrices à l'âge adulte sur ces enfants. Exactement, exactement. Si on ne peut pas se permettre dans un niveau qui est censé ne pas nous juger et censé nous protéger, comment est-ce qu'on peut exprimer sa propre personnalité ailleurs, dans le monde du travail, dans la société? C'est là qu'on ne pourra pas s'imposer ou bien poser des limites aux autres. Oui, absolument. Voilà. Jamila aussi, quand on parle toujours des enfants et de l'école et de tous ces examens, et il faut toujours aussi essayer de se mettre dans notre esprit que d'abord nos enfants ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas pareils. Ouais. Chacun, par exemple, parce qu'il a des capacités, certains sont plus artistiques, d'autres ils sont plus dans les maths, d'autres plus dans les lettres, c'est ou des les langues. intelligences multiples. Des intelligences Ouais. multiples, chose que autrefois on ne comprenait pas vraiment. On se dit, ouais, s'il n'est pas bon en maths ou en physique, allez, c'est pas un bon élève. Ouais. Or que maintenant, on commence un petit peu à mettre en avant, laisser ces enfants, on va dire, exprimer là où ils sont, on va dire, où ils sont le plus doués, où ils ont le plus de Oui, d'ailleurs, passion. détecter quand ils sont petits, on peut savoir quel genre d'intelligence ils ont. Et là, on va les laisser s'orienter de manière naturelle vers ce qui les anime, ce qui leur font plaisir. Déjà, tout petit, on observe les enfants qui ont une intelligence artistique. Oui. Ils aiment dessiner, ils aiment s'exprimer en dessinant. Parfois même, ils t'expliquent des choses avec un schéma. un schéma. Voilà. Et donc, ces enfants-là, même s'il n'a pas une intelligence mathématique, il a quand même une intelligence. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'intelligence. Voilà. Absolument. Donc, c'est repéré. Donc, il y a des personnes qui le font, il y a des coachs qui sont là pour aider les gens
à repérer, par exemple, quel genre d'intelligence ont leurs enfants. Justement, Jamila, vous, de temps en temps, est-ce que par exemple, il y a des parents, que ce soit maman ou papa, qui viennent pour un petit peu vous dire, peut-être qu'ils jugent qu'ils gèrent mal et venir un petit peu chercher des conseils, choses peut-être qu'on ne faisait pas autrefois. On a l'impression qu'on est les parents, qu'on connaît tout, qu'on doit tout gérer à la perfection, sauf que maintenant, on admet qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour être parent. Oui. Alors, les parents qui viennent, bon, je leur dis que je ne donne pas de conseils, ok? C'est juste qu'on va diagnostiquer ensemble qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et là, avec les outils qu'ils vont acquérir, ils vont savoir où est le problème et comment le débloquer. Donc, ils vont eux-mêmes, de manière autonome, trouver leur solution. Par rapport aux critères qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire en eux-mêmes et chez leurs enfants. Voilà. Et vous, Jamila, est-ce que vous demandez à vos patients d'essayer de ne pas refaire le même schéma? Par exemple, comment on a été élevé, je sais pas, peut-être durement, sévèrement et tout, peut-être être un peu plus souple, ou alors surtout ne pas refaire le même schéma. C'est des choses qui arrivent très souvent et même c'est inconscient. Voilà. Alors les personnes qui viennent nous voir, c'est-à-dire à travers un questionnement de coaching, on va les amener à prendre conscience qu'est-ce qui n'allait pas dans les schémas précédents. Alors, est-ce que répercuter les mêmes schémas va donner des résultats qui vous conviennent? Oui. Et ce fait de prendre conscience de ça va va mener ces personnes à modifier ces schémas et trouver un nouveau schéma qui leur convient. Voilà. Très bien. Alors, Jamila, on va donner quelques conseils, puisqu'on arrive presque à la fin de notre émission, pendant le mois de Ramadan. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner d'abord aux mamans, hein? Aujourd'hui, on s'adresse spécialement aux mamans. Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner? Quelque chose de pratique, on va dire de faisable, pas trop compliqué aussi à faire. Oui. D'abord, prendre conscience qu'on doit s'occuper de nous. Une maman épanouie, ça fait des enfants épanouis. Absolument. Voilà. C'est pas la table, c'est-à-dire c'est pas se concentrer sur une table parfaite, absolument, mais beaucoup plus sur l'épanouissement des enfants. Voilà. Et puis, c'est-à-dire c'est créer cette ambiance de sérénité, de paisibilité pour que les enfants puissent s'épanouir. Absolument. Et surtout mettre en avant, Jamila, que par exemple la table de Ramadan, ou que Ramadan reviendra l'année prochaine, Inch'Allah, mais en fait les moments avec nos enfants, ils n'auront plus jamais 5 ans, ils n'auront plus jamais 6 ans, ils vont grandir, donc profitez aussi. C'est la qualité d'échange qu'il y a au sein de la famille, c'est-à-dire créer des moments de rigolade, des moments de jeu. De jouer un petit peu. Voilà, et des moments de partage. Par exemple, quand tu as fait ça, si un enfant partage ce qu'il a vécu dans la journée, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu peux mieux faire? Encourager une évolution. Donc favoriser le dialogue et la communication. Exactement. Et surtout rester des parents bienveillants. Tout à fait. La bienveillance. Voilà. Tout la bienveillance envers soi et envers nos enfants. Exactement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jamila. Merci, ça a été un plaisir. Voilà, on arrive à la fin. Et Aïchek, Jamila, merci d'être venue. On arrive à la fin de notre émission. Donc voilà, le dernier conseil, c'est rester bienveillant avec vous-même, avec vos enfants aussi. En fait, dans la vie, tout passe. Il faut juste profiter de l'instant présent. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis Sahaf Torkom et à bientôt sur Canal Algérie, Inch'Allah. Au revoir.